Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde des GECO sur le thème comment réindustrialiser la France. En ce qui me concerne, je m'appelle Grégory Claes, je suis le directeur du département économie de France Stratégie qui est basé à Paris. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour animer cette discussion avec des super intervenants. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est de discuter du futur de l'industrie en France. Mais avant de parler du futur, j'aimerais bien vous parler très rapidement du passé pour vous donner un peu quelques chiffres sur l'industrie. En gros, l'industrie manufacturière en France, elle est passée d'environ un quart du PIB, donc du produit intérieur brut, français dans les années 50 à moins de 10% aujourd'hui, 9,5% la dernière fois que j'ai regardé. Tandis que l'emploi manufacturier a lui baissé aussi depuis très longtemps et représente environ 3 millions d'emplois sur 30 millions d'emplois qu'il y a aujourd'hui en France. Donc lui aussi 10%. Et du coup, à cause de ces baisses dans le PIB et cette baisse du niveau d'emploi, la réindustrialisation est un thème très important qui est discuté par les politiques. Et c'est un objectif qui est affiché par les gouvernements successifs depuis les années 80. J'ai regardé tout à l'heure sur Internet, la première occurrence du mot réindustrialisation, c'est 1985. Donc je pense que depuis 1985, on tente de réindustrialiser et pourtant, on a pas mal désindustrialisé depuis 1985. Donc nous allons discuter d'abord des raisons qui poussent les gouvernements à vouloir réindustrialiser, parce que avoir de l'industrie, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce qu'on va avoir de l'industrie? Donc ça, c'est une première question qu'on se posera. Ensuite, la deuxième question que j'aimerais qu'on se pose dans cette table ronde, c'est quels sont les leviers? Donc si on juge que réindustrialiser est un objectif souhaitable, quels sont les leviers pour y parvenir dans les prochaines années? Et enfin, même si les leviers sont importants, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les ressources qui seraient nécessaires à une telle transformation de notre économie pour essayer d'identifier le niveau souhaitable et réaliste d'industrie manufacturière sur notre territoire. Et d'ailleurs, si je peux un peu faire une petite parenthèse et abuser de mon statut de modérateur, je vais faire un peu de pub pour des travaux de France Stratégie. Alors, j'étais censé l'avoir dans la main, je l'ai ramené, il est dans mon sac, donc s'il y a des gens que ça intéresse, j'ai quelques copies d'un rapport que nous avons publié au mois de juillet dernier. Et en gros, à ce moment-là, on a fait un travail de prospective qui nous avait été demandé par le gouvernement et qui a été publié par France Stratégie au mois de juillet, où nous avions, avec l'aide d'autres administrations et aussi d'opérateurs, dont RTE d'ailleurs, qui est représenté ici, tenté de mesurer justement les besoins de différents scénarios de réindustrialisation en termes de main-d'œuvre, parce que si on réindustrialise, on va avoir besoin de gens pour faire ces travaux-là. En termes de main-d'œuvre, en termes d'énergie, en termes de ressources naturelles telles que de l'eau et du foncier, qui sont importants aussi dans l'industrie. Et aussi, on avait essayé de mesurer quels étaient les effets possibles sur nos émissions de CO2 dans les différents scénarios plus ou moins optimistes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site internet et regarder cette étude publiée en juillet 2024 ou venir me voir à la fin, j'ai même quelques copies dans mon sac. Alors, pour répondre à ces questions importantes, cruciales pour l'avenir de l'économie française, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 4 intervenants qui vont pouvoir offrir leurs perspectives très différentes, mais selon moi très complémentaires sur ce sujet. Et donc, je vais avoir avec moi, pour l'instant, je vais les citer par ordre alphabétique. Alors, tout à ma gauche, Béatrice Balivet, qui est maître de conférence en droit à l'Université de Lyon 3. Ensuite, Didier Bruno, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne des Rhône-Alpes en charge du pôle Banque de développement régional. Ensuite, tout à ma droite, Thomas Vérinck, qui est membre du directoire et directeur général en charge de l'économie et de la prospective à RTE. Donc RTE, pour ceux qui ne savent pas, c'est les réseaux... non, je me rends compte que je ne sais pas, je dois regarder. Réseaux et transport d'électricité. Et enfin, Vincent Vicard, qui est économiste, qui est adjoint au directeur du CEPI, qui est une institution qui dépend aussi d'ailleurs des services du Premier ministre, et qui est auteur d'un livre qui a été publié il y a quelques mois, dont le titre était « Faut-il réindustrialiser la France ?» Donc, c'est la personne parfaite pour répondre à cette question. Alors malheureusement, comme vous le voyez, vous le voyez plus derrière moi, mais comme vous voyez dans la liste d'intervenants qui étaient disponibles auparavant, j'étais censé avoir un 5e intervenant
qui était Daniel Gross, qui est le directeur de l'Institute for European Policy Making de l'Université de Bocconi à Milan, qui devait être présent, mais qui est malheureusement bloqué par des inondations à Barcelone. Donc je lui ai demandé de venir, il a fait l'effort de vouloir venir en passant par Barcelone et il est resté bloqué et son avion n'a pas pu décoller. Bon, j'espère qu'il va bien, mais en tout cas il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il nous aura apporté une perspective européenne sur ce sujet puisqu'il est lui-même allemand et professeur à l'université de Bocconi en Italie. Mais c'est pas grave, on va faire sans lui, ça laissera un peu plus de temps de parole aux 4 personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont accepté gentiment de venir discuter de ce sujet. Donc merci à tous les 4 d'avoir accepté mon invitation. Avant de vous donner la parole, je voulais juste vous expliquer rapidement comment je comptais procéder. En gros, je vais commencer par un premier tour de questions pour chacun de vous. Je vais vous demander d'être assez bref et de vous limiter à quelques minutes pour cette première question. Ça me permettra ensuite avoir un deuxième tour de questions et surtout d'avoir une discussion entre nous et aussi une discussion avec le public, puisqu'on a un public très nombreux d'ailleurs aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui veulent poser des questions dans le public, j'ai vu que les GECO étaient quelque chose de très très moderne et il n'y a pas de micro qui va circuler dans la salle. J'ai devant moi un petit iPad et vous pouvez poser des questions en envoyant des SMS. Et donc le numéro s'affiche, je crois, derrière moi en bas à gauche. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi envoyer des questions par SMS au 07 67 65 59 63. Normalement, il faudrait dire si c'est un appel sur texte ou pas, si j'étais à la télé, mais je présume que c'est pas le cas. Alors du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je les lirai sur l'iPad. Alors, j'ai pris déjà beaucoup de temps pour ma petite introduction, donc je vais donner tout de suite la parole à mes intervenants et je vais commencer par Vincent. Vincent, la question que je me posais tout à l'heure, c'était pour quelles raisons est-ce que la réindustrialisation est un objectif de tous ces gouvernements depuis les années 80 ? Et est-ce qu'ils ont des bonnes raisons de poursuivre cet objectif ? Merci Grégory, bonjour à toutes et à tous. Alors, vaste question, juste pour donner quelques éléments. D'abord, avant de parler de réindustrialisation, on a d'abord parlé de désindustrialisation. Et je pense que c'est là-dessus sur lequel il faut repartir. Et dans la période récente, la désindustrialisation, elle a été particulièrement marquée en France, plus que dans d'autres pays riches, notamment au début des années 2000. Donc, sans remonter aux années 80 où on avait 5 millions d'emplois, voilà, au début des années 2000, on avait 3,7 millions d'emplois dans l'industrie manufacturière. En 2012, on était tombé à peu près 3 millions d'emplois. Donc, effectivement, une désindustrialisation accélérée et qui s'est traduit aussi, sans qu'il y ait forcément de rapport de causalité entre les deux, mais il y a un lien direct, par une dégradation du solde commercial. Et donc, la question de la désindustrialisation, elle a été d'abord posée en termes de compétitivité et de déficit commercial. Et d'ailleurs, à mon avis, voilà, la question de la désindustrialisation et de la réindustrialisation, elle a été centrale à partir notamment du quinquennat de François Hollande. Et d'ailleurs, il y a une des grandes politiques qui a été mise en place, c'est le crédit impôt, compétitivité, emploi. Donc compétitivité qui visait justement à résoudre ces enjeux de compétitivité. Donc voilà, c'est la première dimension qui était importante à mon avis dans cette importance qui était accordée aux questions de désindustrialisation. Et d'ailleurs, on voit que cette question-là, elle a été un petit peu moins présente parce que la question du déficit commercial et du déficit courant, elle a été un peu moins importante à partir de la fin des années 2010. En 2019, on a un solde courant qui est équilibré. Et ça correspond à la période du gouvernement d'Emmanuel Macron où l'accent est moins mis sur l'industrie, mais plus sur les startups. Et donc, la question de l'industrie, elle revient après le Covid pour des raisons qui sont liées plus à des questions de géopolitique, je vais y revenir. Donc, il y a 3 sujets en général qui sont associés à l'industrie, qui sont des arguments en faveur de l'industrie. Donc le premier, c'est cette question de soutenabilité, de déficit extérieur. Le deuxième, c'est l'emploi. Et donc le nombre d'emplois qui est souvent associé à ça. Comme Grégory l'a rappelé, finalement aujourd'hui, l'industrie manufacturière, c'est 11% de l'emploi. Donc en termes d'emploi, c'est relativement modéré. Et on voit qu'il y a des gains de productivité qui sont plus rapides. Donc ce n'est pas une politique de plein emploi, la politique de réindustrialisation. C'est une politique qui va éventuellement maintenir de l'emploi en France,
étant donné ces gains de productivité qui font qu'on produit plus avec le même nombre d'employés, mais ce n'est pas une politique de plein emploi. Mais c'est aussi des emplois qui sont de bonne qualité pour des qualifications intermédiaires, et puis des emplois qui sont notamment localisés dans des territoires qui sont éloignés des métropoles. Et dans ce cadre-là, c'est une dimension qui est très importante parce qu'il y a peu d'autres emplois, dans les services notamment, qui vont se localiser loin des métropoles, et donc ça structure des bassins d'emploi. Et c'est une des dimensions particulièrement importantes qui fait que quand une usine ferme, bien, ça va avoir des impacts locaux très importants pour les territoires, pour les gens qui y vivent, et avec peu de mobilité pour un certain nombre de personnes, et donc peu de capacité à trouver des emplois alternatifs. Donc ça, c'est la deuxième raison qui est en général associée. La troisième, c'est l'innovation. Un chiffre qui est souvent donné, c'est 70% des dépenses de recherche et développement sont réalisées par des entreprises industrielles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est absolument pas toute l'industrie qui innove, c'est en fait quelques industries, typiquement l'automobile, l'aéronautique et la défense, et l'industrie du médicament. Et finalement, la seule industrie qui combine toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire qui exporte beaucoup, qui a beaucoup d'emplois, notamment relativement qualifiés, et qui fait beaucoup de R&D, c'est l'automobile. Les autres industries, elles combinent certaines de ces dimensions, mais pas toutes ces dimensions. Donc ça, c'est les trois raisons qui sont en général associées, qui sont des arguments en faveur de l'industrie. Et je vais juste en rajouter deux qui sont plus récentes et, à mon avis, qui sont des nouveaux enjeux pour l'industrie particulièrement importants et qui nécessitent justement une politique industrielle active, à mon sens. Le premier, c'est la transition écologique. L'industrie joue un rôle clé dans la transition écologique. C'est l'industrie qui va fournir un certain nombre de biens qui vont permettre de décarboner d'autres secteurs. C'est vrai, par exemple, pour les transports avec les véhicules électriques ou les avions bas carbone, si un jour on arrive à faire des avions bas carbone. C'est vrai aussi pour l'énergie, parce que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc., c'est produit par l'industrie. Et c'est vrai aussi pour l'habitat, parce que, par exemple, le chauffage, on a besoin effectivement d'innovation dans le chauffage et dans l'isolation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'industrie, elle joue un rôle fondamental là-dedans, et donc il y a une logique à soutenir ces nouveaux acteurs qui vont développer ces nouveaux biens pour décarboner l'économie. Et le dernier point, pour ne pas être trop long, c'est la question que j'ai évoquée avant, c'est la question du changement dans l'environnement international. Qui est, je pense, aujourd'hui assez important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des élections américaines avec Donald Trump et notamment les droits de douane qui pourraient être mis en place en cas d'élection de Donald Trump et la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Mais dans ce cas-là, et ça a été quelque chose qui a été un peu révélé par la crise du Covid, mais qui était préexistant, on se pose la question de est-ce qu'on va pouvoir continuer à importer certains biens qui sont stratégiques ? La question en général, c'est un exemple qui est souvent donné, c'est les masques pendant la crise du Covid, mais c'est finalement beaucoup plus large. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a certains biens qu'on veut produire sur notre territoire? Et donc l'industrie, elle est particulièrement importante de ce point de vue-là, parce qu'ils sont stratégiques dans des périodes de crise ou pour la bonne marge de l'économie ou de la puissance publique. Et ça, c'est une question aussi dans laquelle l'industrie, elle est particulièrement importante. Comment sécuriser ses approvisionnements, sachant que tout n'est pas stratégique et qu'il y a une question qui se pose derrière ça. Voilà. Merci pour ces réponses. J'aurai d'autres questions pour toi après, mais je vais donner la parole à un deuxième intervenant. Et c'est un peu lié d'ailleurs à ce que tu viens de dire. On vient de parler de décarbonation et du fait que l'industrie allait jouer un rôle important pour la décarbonation. Donc j'aimerais poser une question à Thomas Vérinck, à savoir justement quelles sont les ressources qui pourraient être nécessaires pour réindustrialiser en termes d'énergie. Parce qu'en fait, si on commence à avoir des usines sur nos territoires, on va avoir besoin notamment de beaucoup d'électricité, puisqu'on essaye aussi de plus utiliser des énergies carbonées, donc on va essayer d'utiliser de l'électricité dans l'industrie. Et du coup, quels seraient les besoins qu'on pourrait avoir en termes de production électrique pour pouvoir réindustrialiser? Est-ce qu'on est capable de le faire et est-ce que c'est possible de le faire de façon justement décarbonée? Merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la question de la réindustrialisation, c'est un thème qui est central dans nos études. Alors pour que tout le monde situe bien, donc RTE a une mission légale qui est de produire régulièrement des analyses prévisionnelles et prospectives de la façon dont le système électrique peut évoluer pour répondre à un certain nombre d'objectifs. Donc on fait des projections jusqu'en 2035, 2050, avec différents scénarios,
ces travaux ont beaucoup alimenté ce qui a été proposé hier par l'État sur la PPE et la SNBC, pour ceux qui connaissent, ou le discours de Belfort du président de la République en 2022. Et à l'époque, il y avait plusieurs grands thèmes dans le débat. Alors, il y en avait un que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est la question: faut-il ou ne faut-il pas construire de nouveaux réacteurs nucléaires? Quel dimensionnement des filières renouvelables, l'éolien, le solaire, l'éolien en mer? Mais il y avait d'autres questions, et il y avait notamment la question de la consommation et la question de la réindustrialisation dans cette consommation. Alors, je vais essayer de dire comment, en quelques années, le regard sur ce scénario de réindustrialisation a pu changer du tout au tout. Quand on commence en 2019 à travailler sur un scénario de réindustrialisation, je ne vais pas dire que ça intéresse personne, mais en tout cas, ça intéresse relativement peu. Alors, je suis intéressé, je n'avais pas pris la mesure du fait que c'était le moment où on parlait beaucoup de start-up, mais c'est vrai qu'en 2019, on commence de manière assez confidentielle à travailler sur un scénario de réindustrialisation, ce qui nous permet d'ailleurs accessoirement d'y travailler de manière assez approfondie, branche par branche, filière par filière, pour essayer de construire un scénario de réindustrialisation crédible. L'histoire, après, vous montrera qu'une fois qu'on parle de réindustrialisation, il y a beaucoup de gens qui ont des idées et elles peuvent être rapidement confrontées au mur des réalités. À partir de 2020, on est toujours en train de travailler sur nos scénarios de consommation en 2035 et en 2050. On sent un regain d'intérêt pour le scénario et le cadre qu'il pourrait donner pour deux raisons. La première, c'est la crise sanitaire, et donc la question de savoir s'il n'y a pas des biens qu'il faut impérativement pouvoir produire sur le territoire national ou au moins en Europe. Et donc là, ce sont les industriels eux-mêmes qui s'emparent de ces travaux et disent nous, on a des perspectives là-dessus, donc ce n'est pas juste un narratif politique. Et puis la deuxième question, c'est que le travail qu'on est en train de mener devient important pour le cadrage de la politique énergie-climat française. Et donc il importe de bien dimensionner la quantité d'électricité bas carbone dont on aura besoin pour décarboner. À compter de 2022, donc on produit un scénario de réindustrialisation profonde qui commence à quasiment apparaître moins-disant aux yeux de certains. Alors, Grégory a mentionné effectivement la part de l'industrie manufacturière dans le PIB, c'est 9,5%. Nous, on propose un scénario contre-tendanciel où en 2035, on remonte un peu au-dessus de 10%, c'est déjà contre-tendanciel. Et puis après, on a différentes variantes. Une, on peut monter à 11%, et puis jusqu'en 2050, dans le scénario qui s'appelle réindustrialisation profonde, on monte à 12-13%. Et on dit bien, c'est très, très contre-tendanciel, ce sont des ruptures. Et puis, il y a une partie du personnel politique nous dit, mais en fait, c'est pas assez, c'est un manque de volontarisme, il faut viser beaucoup plus haut, il faut viser 15, il faut viser 20. Et c'est l'époque où il y a en fait beaucoup de projets qui sont annoncés, beaucoup de projets de décarbonation de l'industrie existante, mais aussi de nouvelles usines, et probablement aussi en France des projets qui cherchent un foncier et donc qui font des demandes de connexion à notre réseau et qui font la même à plusieurs endroits. Donc ça donne une impression qu'il y a énormément de projets, qui n'est pas forcément d'ailleurs exactement la réalité. Et puis le quatrième âge, c'est maintenant. Donc maintenant, en ce moment, il y a un certain nombre de personnes qui regardent la courbe de consommation d'électricité et qui disent en fait, elle est stable. Donc c'est qu'on ne réindustrialise pas. Mais comment est-ce possible, puisqu'on a annoncé autant de projets? Et donc là, il y a quand même un principe de réalité, c'est quand le moment où les projets arrivent, où on les annonce, et le moment où ils vont commencer à monter en cadence, il y a forcément un temps. Et donc, il y a une sorte de stupeur qui saisit une partie, un certain nombre de commentateurs qui se disent « Mais va-t-on vraiment réussir à réindustrialiser? Est-ce qu'on n'a pas prévu trop d'électricité ?» Donc voilà, je voulais vous le dire parce que c'est assez amusant. En quelques années, le renversement de « Il y en a, on ne sait pas combien il en faut, vous en avez mis pas assez, en fait, vous en avez mis trop. » Donc, en gros, si dans notre scénario de référence, qui est celui qui traduit les ambitions publiques du moment, il faudrait ajouter 45 TWh de consommation électrique d'ici 2035. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est en fait moins de 10% de la consommation d'électricité à l'horizon 2035. C'est à peu près le même volume qu'il faudrait ajouter pour décarboner la moitié du parc automobile actuel. Donc en fait, c'est tout à fait comparable à un certain nombre d'autres grandeurs. Est-ce que je peux vous poser une question? Du coup, c'est 45 pour l'industrie uniquement, pour la réindustrialisation, ou 45 au total? C'est pour l'industrie. C'est que pour l'industrie, okay. Mais c'est à la fois la décarbonation de l'industrie existante et les nouvelles usines. Voilà, et les nouvelles usines. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. 45 TWh, c'est aussi ce que nous consommons chaque année pour chauffer les maisons. Voilà. Donc,
Je ne sais pas dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup. La réalité, c'est que en tant que tel, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait absorber. Par contre, c'est certain que si jamais on additionne les besoins de la mobilité, les besoins de l'industrie, les besoins du bâtiment, bah, ça fait un besoin d'augmenter la consommation d'électricité et donc d'augmenter aussi la production. Et juste si je peux vous demander une précision, donc ces 45 TWh, c'est pour une part dans le PIB de l'industrie qui représenterait du coup environ 10. Oui, c'est un peu plus de 10. Ok, donc on se maintient au niveau actuel, on augmente un tout petit peu. On remonte au-dessus de 10. Alors, de mémoire, on est entre 10,2 et 10,5. Et puis voilà. Et puis, il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup d'hydrogène dans cette affaire. Hein. C'est les quantités d'électricité nécessaires, elles sont aussi les quantités d'hydrogène qu'il faudra produire pour alimenter les industries qui ont besoin de ce vecteur-là pour se décarboner. Ok. Et si j'ai une petite question, peut-être que je pourrais poser à Vincent en attendant sur le même sujet. Est-ce que tu sais si cette question sur la part de l'industrie dans le PIB, c'est quelque chose qui est ancien, ça fait longtemps qu'on essaye de remonter, et si la cible, elle a changé, ou si ça fait longtemps qu'on essaye de viser 15, 20 ? Alors, de mon point de vue, je pense que ces objectifs chiffrés, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, pour le coup. On avait un objectif de réindustrialiser qui était présent depuis au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années. Mais mettre des objectifs chiffrés, c'est assez récent. Alors, il y a eu des chiffres, effectivement. Bruno Le Maire a annoncé 15% à un moment. Voilà, et qui sont assez éloignés, effectivement, des réalités de ce qu'on peut observer. Il y a une tendance de long terme dans les pays riches à ce que la part de l'industrie baisse dans le PIB et dans l'emploi, en fait. Parce qu'il y a des gains de productivité qui sont plus importants, donc on produit la même chose, voire plus, mais ça augmente, les prix baissent, et donc la part dans le PIB a tendance à baisser. Et donc de ce point de vue-là, même une politique ambitieuse, telle qu'elle est abordée dans les scénarios de RTE, bah, ça mènerait à augmenter un peu la part de l'industrie et éventuellement à maintenir la part de l'industrie dans l'emploi, mais on a assez peu de perspectives de voir ces parts augmenter de manière très importante. Donc des objectifs à 15%, ça paraît relativement éloigné de ce qu'on observe et de ce qu'on peut attendre. Voilà, 10, éventuellement 11, 12, c'est des questions qui peuvent être posées. Ok, merci. Je vais peut-être donner du coup la parole maintenant à Béatrice Balivet, puisque comme je le disais, une des autres questions à part l'énergie qui est importante pour la réindustrialisation, c'est aussi l'usage des ressources naturelles et notamment du foncier. Et du coup, ce que je voulais avec vous, c'est justement les ressources nécessaires pour industrialiser en termes de foncier. Alors, dans notre rapport, on avait calculé qu'à peu près, si la part du PIB de l'industrie elle passait de 10 à 12%, il faudrait environ entre 25 et 30 000 hectares pour ces nouvelles industries. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble, que vous avez lu par ailleurs? Donc ça, c'est une première question. Et ensuite, j'aimerais que vous me parliez, parce que je sais que vous êtes une spécialiste du sujet, du ZAN, de l'objectif de zéro artificialisation nette. Déjà que vous nous expliquiez ce que c'est exactement, parce que je présume que parmi nous, enfin devant nous, les gens ne sont pas forcément au courant de ce que c'est que ce ZAN. Et du coup, de savoir si c'est quelque chose qui peut jouer un rôle important dans cette réindustrialisation ou contre cette réindustrialisation. Oui, merci Grégory. Je dirais que, alors, je ne sais pas si je suis spécialiste du ZAN, mais en tout cas, je m'intéresse aux questions de droit immobilier de manière large. Et il est vrai que la réindustrialisation, évidemment, pose d'abord la question de savoir où implanter ces nouvelles activités, ces nouvelles entreprises. Et donc, en premier lieu, ça va poser la question du foncier. Et donc, notamment dans le document de travail que vous avez rédigé à France Stratégie, on voit bien la question du foncier qui apparaît la première pour identifier déjà des sites existants qui pourraient être réutilisés et puis évidemment de nouveaux sites. Alors, vous avez fait plusieurs scénarios, vous, en fonction du degré de réindustrialisation. Alors, dans le rapport interministériel qui a été publié en juillet 2023, j'ai retrouvé plutôt les chiffres de 22 000 hectares qui étaient recherchés, qui ont été repris dans le cadre du rapport du Congrès des notaires qui a eu lieu à Bordeaux la fin septembre sur l'urbanisme durable, où ils ont repris ces chiffres de 22 000 hectares. Ils font apparaître que sur ces 22 000 hectares, il y aurait une projection d'artificialisation à hauteur de 8 500 hectares.
Donc, en effet, on a une première ressource importante qui est le foncier. Je veux dire que dans les scénarios, j'ai pas toujours vu derrière exploiter une autre variante qui est très importante. Et dans la salle, on a pas mal d'étudiants du Master 2 droit immobilier de Lyon 3 qui le connaissent bien. C'est que derrière l'emploi qui est nécessaire pour ces industries, si on ne pose pas, selon les territoires, la question du logement, sachant la question du logement dans ces territoires, même les plus belles industries auront quelques problématiques à se mettre en place et peut-être qu'il faudrait rajouter dans les besoins, selon les territoires, cette ressource qui n'est pas du tout mineure. On voit aujourd'hui des chefs d'entreprise développer leur propre offre de logement pour avoir des salariés. Et là, on est en train de parler, comme vous l'avez dit dans votre document de travail, de salariés qualifiés. Donc il faut une certaine attractivité qui passe aussi par le logement. Alors pour revenir sur la loi ZAN, on a une loi qui est assez bien connue aussi du grand public, qui est la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui est une loi qui part en fait d'un principe de sobriété foncière. On a beaucoup construit la ville par l'étalement urbain. Aujourd'hui, on est en train de construire la ville compacte. Donc évidemment, cette réindustrialisation, elle vient se heurter de prime abord à cette sobriété foncière qui est recherchée. Elle peut inquiéter, elle inquiète beaucoup. On l'a entendu encore fin septembre exprimer très nettement l'Association des maires de France, qui considère que ça peut entraîner finalement une rupture, parce que c'est quoi le zéro artificialisation nette des sols? Eh bien, on va, en fonction des territoires et sur une période déterminée, faire un solde entre l'artificialisation des sols qui aura été réalisée et la renaturation des sols. Et donc, évidemment, les territoires qui sont déjà fortement urbanisés se sentent peut-être avoir quelques ressources que n'ont pas certains territoires qui sont aujourd'hui assez peu développés. Et c'est cette fracture, en tout cas, qui a été encore exprimée assez récemment. Alors, est-ce que c'est une incompatibilité, le ZAN fantasmé, ou est-ce que, parce que dans les transitions, on a toujours quand même des inquiétudes, tout à fait légitimes. En tout cas, les scénarios que vous avez dressés dans le cadre de vos documents de travail et puis le rapport interministériel, il est plutôt quand même plutôt favorable en disant qu'il y a des solutions qui sont mises en place. Alors, il y a un certain nombre de leviers dont on parlera tout à l'heure qui sont mis en place et qui se révèlent plutôt assez optimistes. Quoi qu'il arrive, je dirais, la conciliation, elle est nécessaire. L'étalement urbain, c'était les années 70. Tout l'urbanisme a été fait là-dessus. C'est plus des choses. On entend les notaires proposer un code de l'urbanisme durable qui serait fondé non plus sur la construction, mais sur la transformation. Et ces compatibilités-là, il faut les créer, il faut travailler sans doute, il faut penser différemment, mais il faut aussi travailler autrement. Et on voit l'association des acteurs. Moi, j'avoue, j'aurais été rassurée d'avoir des acteurs du logement aussi sur ces tables rondes, parce que en fait, il faut aller chercher toute la chaîne de l'immobilier, me semble-t-il, pour travailler de concert, pour qu'on ait une chance de réussir ces deux challenges qui sont nécessaires pour la France, qui sont à la fois la réindustrialisation et le challenge de la transition environnementale. Merci. Du coup, pour donner la suite, voilà, vous avez un micro là. Je vais donner la parole à Didier Bruno, donc, qui travaille dans la banque. Et du coup, ce que je voulais vous poser comme question, c'était vraiment vous baser sur votre expérience plus de terrain et vous demander si justement, est-ce que vous avez l'impression qu'une réindustrialisation est en train d'avoir lieu dans les territoires ces dernières années, notamment depuis 2019, depuis qu'on discute de ce sujet-là, et notamment et surtout après le Covid, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout encore? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je représente le monde de la banque et je vais vous donner mon expérience de terrain. Alors d'une banque qui est une banque régionale, et c'est important parce qu'une banque régionale, c'est une banque qui travaille avec tous les types de clientèle. Et comme l'a dit ma collègue Béatrice, on verra que le fonctionnement en écosystème est fondamental pour réussir plein de choses, dont bien sûr la réindustrialisation. Les collectivités doivent travailler avec les entreprises, qui doivent travailler avec les promoteurs. Si on oublie ça, et on a la chance d'être dans une région qui n'est pas clivée,
malgré des apparences politiques, une région qui fonctionne bien ensemble, ce qui fait aussi la réussite et le dynamisme de cette région, mais c'est très important de l'avoir en tête. Et j'ai la chance d'être dans une banque qui a cette vision panoramique de l'ensemble des acteurs économiques, du particulier à l'artisan, au promoteur, au bailleur social, aux maires, aux entreprises qui sont sur un territoire. Et donc ça donne, je trouve, un poste d'observation intéressant. Dans une région, moi je suis arrivé il y a 10 ans ici, j'ai eu le bonheur de retrouver des usines. À Paris, bon, je voyais le CAC 40, je voyais des grandes entreprises, je ne voyais plus d'usines. Et je me suis rendu compte de la richesse industrielle de notre région. Et ça, c'est important. Et donc, un thème de réindustrialisation ici à Lyon, c'est pas anodin, c'est pas par hasard, parce qu'ici, il y a une tradition industrielle, parce qu'il y a encore une philosophie industrielle, ça se transmet encore dans la transmission orale, ça se transmet dans les pratiques, ça se transmet aussi, on en parlera, et je vous en parlerai aussi, parce que pour moi, c'est le maillon le plus important, le système éducatif. Il y a des écoles de production ici à Lyon, il n'y en a pas dans tous les territoires. Il y a la SEPR, il y a des campus du numérique, il y a énormément d'entreprises, d'acteurs de l'éducation qui ont gardé cette filiation, cette transmission, cette tradition. Et c'est important parce qu'on va voir que c'est aussi ça qui rend actif des sujets de réindustrialisation. Qu'est-ce qu'on a vu sur le territoire? Qu'est-ce qu'on a entendu de la part de nos clients? On a entendu beaucoup de choses. On a entendu, oui, ce serait bien de réindustrialiser. Alors pourquoi faire, aller jusqu'où et tout? Bon, réindustrialiser. En fait, nos entreprises nous disaient, ce serait bien de réduire nos dépendances. Parce qu'on s'est rendu compte, pendant quelques mois, le commerce international avec la Chine a été particulièrement perturbé. Le commerce international avec d'autres pays d'Asie a été particulièrement perturbé. Donc beaucoup de chefs d'entreprise se sont posés les questions, non pas de la réindustrialisation, ça équivaut à des formes de réindustrialisation, mais quelles sont les dépendances que nous devons réduire post-Covid? Et nous, banquiers, on ne regardait jamais le poste fournisseur de nos clients en disant de toute façon, notre client, il est souverain. Bon, s'il achète tout en Chine, il sait ce qu'il fait. Ouais, mais le problème, c'est que quand la Chine ne livre pas, moi, j'ai eu une dizaine de clients qui ont déposé leur bilan, alors qu'ils avaient des acheteurs solvables de l'autre côté. C'est la première fois qu'on s'est posé la question, tiens, il faudrait peut-être qu'on interroge nos clients quand même sur la diversité de leurs fournisseurs, sur la capacité à substituer les fournisseurs. Donc, ce sujet de la dépendance, il a été au cœur de beaucoup de discussions. Ensuite, quand on discutait avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, alors pourquoi je cite? C'est parce que c'est un marché qui est très important en France, qui se développe beaucoup et qui est très actif à Lyon et dans sa région. Tous ces acteurs-là ont lancé énormément d'initiatives de relocalisation, de réindustrialisation. Visitez Villeurbanne, il y a des tiers-lieux sur le textile, il y a des tiers-lieux sur le recyclage des déchets, mais pas le recyclage classique, un recyclage extrêmement élaboré. Énormément d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, ne l'oublions pas, sont très actifs dans ces sujets. Alors bien sûr, de forme de relocalisation, de réindustrialisation, autour d'un concept qu'on confond aussi des fois un peu avec la réindustrialisation, qui est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quelque chose que nos chefs d'entreprise, que nous-mêmes en tant qu'entreprise, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est une entreprise, nous essayons de travailler. Nos fournisseurs, mettons-les dans une logique d'économie circulaire. Et ça, il y a beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup de choses de faites. Je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est des choses qui sont extrêmement rentables d'abord, parce qu'on a toujours l'impression que tout ça, c'est un petit peu du folklore. Non, c'est des choses extrêmement rentables qui créent des emplois et qui apportent une vraie valeur ajoutée et surtout dans un contexte de durabilité. Et ensuite, on avait les politiques. Et les politiques, effectivement, se sont beaucoup posé la question de la réindustrialisation à travers la notion de souveraineté stratégique. À travers la notion de souveraineté stratégique, la métropole de Lyon, la région, ont beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu des expériences, il y a des choses qu'on a sorties, le projet usine pour ceux qui habitent vers Vénissieux, c'est un truc qui est très très bien, que la métropole a fait avec la CERL, qui est son outil d'aménagement, qu'elle a fait avec des banques, dont ma banque, et puis aussi avec la Caisse des dépôts. Voilà, et c'est un hôtel aujourd'hui qui est plein de start-up industrielles qui travaillent sur de l'innovation, des choses comme ça. Il y a encore 2 autres projets, je crois, en gestation. Ce n'est pas des projets très importants,
mais ils sont très importants symboliquement et ils seront très importants économiquement demain. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'économie circulaire, souveraineté, réindustrialisation, rupture des dépendances, tout ça, c'est au cœur des discussions avec nos clients. Et puis, il y a un autre sujet, puisqu'on a aussi des particuliers, on a aussi des maires, il y a aussi un sujet un peu provocateur que je livre en visitant des territoires. Alors, je travaille beaucoup sur la montagne, bien sûr. La transition de la montagne est un vrai sujet entre le bas de la vallée, les communes supports de stations, les grandes stations, etc. Et on se rend compte qu'il y a deux choses qui sont compliquées. C'est l'acceptabilité sociale du sujet. C'est un peu comme le logement. Tout le monde veut que ses enfants se logent, mais surtout pas dans sa commune. C'est dans la commune d'à côté. Un maire qui aurait comme projet le développement des logements, il se fait balayer, il ne sera jamais élu. Ça, c'est les contradictions que j'assume en tant que Français, en tant que citoyen de la région, mais je le vois tous les jours, le sujet du logement qui est fondamental dans la réindustrialisation et au-delà de ça, dans la pérennité de l'emploi. Ce sujet du logement, on doit se l'adresser personnellement chacun. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que dans sa commune, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que dans sa station de ski, il y ait d'autres logements, etc., qui vont peut-être être à côté? C'est exactement pareil pour l'industrie. Il y a une méconnaissance qui change un peu sur le monde industriel. On emmène beaucoup d'élèves visiter des cimenteries, la vallée de l'Arve, la plasturgie, etc., pour voir comment ça se passe. Mais une industrie dans votre village, une industrie dans votre territoire, il y a un problème encore d'acceptabilité sociale qui est très important. Ensuite, il y aura le problème des souverainetés. Et ça aussi, c'est un sujet, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais je l'entends et j'entends ces contradictions. On parle beaucoup du réarmement. Il va falloir que l'Europe se réarme. Où est-ce qu'on met les usines? Où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on fait des usines d'armement, qui est une forme de réindustrialisation, qui ne seront pas forcément dans la transition climatique, qui peuvent être un peu polluantes, temporairement ou définitivement, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment les process, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'il faut demain qu'on arrête les cimenteries? Les cimentiers font énormément d'efforts pour essayer de décarboner leur process, mais ça reste un process extrêmement polluant. Et en même temps, s'il n'y a plus de ciment, ce sera très compliqué de construire, notamment, je parle sous le contrôle de Béatrice, avec des coûts qui sont acceptables. Voilà, donc on a toutes ces, on a toutes ces ambiguïtés. Le sujet, en fait, il est économique, il est financier, mais il est aussi, très politique, et il est presque très personnel, ce sujet de la réindustrialisation. C'est la volonté de dire qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire. Et ça, je crois que ça adresse chacun d'entre nous dans notre histoire, dans nos intérêts, dans notre conscience. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des raisons qui nous poussent à vouloir réindustrialiser. Maintenant qu'on sait pourquoi on veut réindustrialiser, la question qui se pose et qui est beaucoup plus difficile finalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour réindustrialiser? Et du coup, j'aimerais poser une première question à Vincent sur ce sujet, justement pour lui demander, depuis qu'on veut réindustrialiser, qu'est-ce qui a été fait en France par les pouvoirs publics, dans les grandes lignes, bien sûr. Je ne demande pas de me donner toutes les politiques sur le sujet depuis les années 80, mais quelles ont été les grandes mesures qui ont été mises en place pour justement essayer de réindustrialiser? Alors, je vais pas revenir aux années 80, mais je vais revenir justement au moment que j'évoquais tout à l'heure sur le début du quinquennat de François Hollande, parce qu'on a un certain nombre de politiques qui ont été définies à ce moment-là et qui ont suivi un peu la même logique jusqu'à récemment. Donc, essentiellement, les politiques dans lesquelles il y a eu beaucoup de fonds publics qui ont été mises, c'est des politiques fiscales, de réduction d'impôts ou de réduction de cotisations sociales, qui visaient à améliorer ce qu'on appelle la compétitivité coût, donc réduire le coût pour les entreprises et réduire le coût pour toutes les entreprises plutôt que de cibler ces interventions vers les entreprises industrielles et l'industrie en général, en partie pour des raisons idéologiques et de conviction sur la pertinence de ces outils, et en partie aussi à cause des règles européennes qui, jusqu'à récemment, empêchaient de cibler certaines industries, d'aider certaines industries et certaines entreprises, parce que ça créait des mécanismes de course aux subventions entre différents pays européens. Donc on a eu un certain nombre de politiques dans ce cadre-là et qui se comptent aujourd'hui en dizaines de milliards d'euros. Donc juste
pas pour toutes les faire, mais on a eu le crédit impôt compétitivité emploi, le pacte de responsabilité, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production plus récemment, pour ne citer que les principaux. Donc, l'accumulation de toutes ces baisses d'impôts ou baisses de cotisations sociales, ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et je pense que c'est aussi important de le questionner aujourd'hui parce que, d'une part, il faut voir quels ont été l'effet de ces politiques qui commencent à être des politiques sur un temps long. Et puis, par ailleurs, on est dans un contexte budgétaire aujourd'hui qui oblige à questionner l'efficacité de toutes ces politiques. Donc, on a eu des politiques qui ont été essentiellement non ciblées, comme je disais, et relativement coûteuses. Et donc, je pense que c'est intéressant d'interroger la pertinence de ces politiques. Voilà, est-ce que la baisse des impôts de production, qui est beaucoup portée justement par les syndicats patronaux, les organisations patronales comme étant extrêmement importante pour l'industrie, elle a des conséquences aussi pour les territoires. On supprime des impôts qui sont perçus par les territoires, par les collectivités locales, donc ça a aussi des conséquences. Mais effectivement, c'est des impôts qui sont considérés par les entreprises comme particulièrement importants. Donc c'est des questions qui doivent être posées et qui doivent être posées, à mon sens, d'autant plus dans le contexte actuel. On a quand même un tournant sur ces dernières années, et notamment depuis 2022, vers une politique plus ciblée, et plus ciblée vers certains secteurs en particulier. Et ça a été évoqué un peu par tout le monde sur ce premier tour de prise de parole. On a des sujets spécifiques qui ne concernent pas toutes les industries, mais certaines industries. Sur la décarbonation, il y a des secteurs très carbonés. Le ciment a été évoqué, l'acier, qui concentrent les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a une nécessité d'accompagner ces investissements qui vont permettre de décarboner les processus de production. Donc ça, c'est une dimension. Il y a d'autres nécessités, par exemple, sur accompagner le développement du véhicule électrique, des batteries, des gigafactories qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, c'est des problématiques qui sont spécifiques à des secteurs qui doivent se décarboner et aider à décarboner le reste de la société. Et donc, qui ont tendance à aller vers un ciblage de l'industrie en général et de certaines industries. Et donc, on a notamment la loi Industrie verte qui a été votée en 2023 et qui cible justement certaines industries, donc véhicules électriques, les batteries, les pompes à chaleur, l'hydrogène, avec une volonté de mettre de l'argent sur certains secteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi possible parce que les règles de concurrence au niveau européen ont été relâchées. Et donc, on a plus cette capacité aussi à pouvoir choisir les industries qu'on aide. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Du coup, j'ai une question complémentaire à te poser. C'est, du coup, maintenant, on essaye de cibler, mais est-ce que c'est facile de cibler? Et il y a toujours ce risque. Et là, du coup, en fait, comme Daniel Gros n'est pas là, je sais qu'il a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Donc, je vais prendre sa place. J'aurais bien aimé qu'il soit là pour le dire lui-même. Mais quelque chose qu'il critiquait beaucoup, c'était que quand on commence à cibler, et en général, du coup, c'est les hommes politiques qui vont décider de ce ciblage, ils risquent de tomber sous le coup du lobbying de champions nationaux, de ce qu'on appelle les incumbents, je sais pas comment on dit en français, les sortants, ceux qui sont en place. Et du coup, c'est eux qui vont obtenir ces subventions. On a vu cette politique industrielle, elle passe essentiellement par des crédits d'impôt, des subventions. Et du coup, le risque, ça serait que ce ciblage, il aille directement vers ceux qui existent et pas des nouveaux entrants sur le marché. Est-ce que c'est un risque? Et du coup, est-ce qu'on peut éviter ce risque de financer toujours les mêmes? Alors, bien sûr que c'est un risque, et c'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché à la politique industrielle pendant très longtemps, qui a été reproché à la politique industrielle mise en place par l'État, de ne pas forcément savoir choisir les entreprises, et surtout, en fait, de ne pas savoir arrêter de financer les entreprises, les projets qui n'étaient pas pertinents. Parce que finalement, choisir les entreprises, ça, c'est quelque chose, ou choisir les technologies, c'est quelque chose qu'un État performant peut faire. Et pour le coup, il y a une question qui se pose, et je pense qu'elle est particulièrement importante aujourd'hui, c'est la question des compétences à l'intérieur de l'État pour pouvoir mettre en place des politiques industrielles. Voilà. Connaître les secteurs, connaître les industries, connaître les acteurs et connaître les technologies pour pouvoir cibler justement ces aides de manière pertinente. Donc il y a une question de compétences à l'intérieur de l'État, et il y a une question qui me semble effectivement fondamentale, quand est-ce qu'on arrête d'aider certaines entreprises?
Parce que, effectivement, on considère que ce ne sont pas les bons chevaux sur lesquels on a misé. Et en fait, toutes les politiques d'innovation vont conduire, que ce soit des politiques publiques ou par le privé, le financement par le privé, vont conduire à financer des projets qui ne sont pas viables, mais c'est l'objectif, justement. Et donc, il y a tout un processus à mettre en place. Et oui, pour être réaliste, on ne sait pas, enfin, les économistes et de manière générale, les chercheurs ou les spécialistes de ces sujets de politique industrielle ne savent pas la bonne recette. Et finalement, si on la connaissait, on n'aurait plus de problème. Donc, c'est aussi mettre en place des mécanismes qui permettent d'évaluer les politiques qui sont mises en place, d'arrêter des projets s'ils sont pas efficaces. Et ça, c'est toute une dimension qu'il faut mettre en place, d'identifier les secteurs qu'on veut aider. Voilà, qu'est-ce qui est stratégique? Est-ce qu'on veut aider le secteur de la défense, le secteur du médicament? Quel type de médicaments? Pas tous. C'est toutes des questions qui doivent être posées et qui doivent donner lieu à une délibération collective des différents acteurs. Et voilà, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement difficile, mais tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, de sécurisation des approvisionnements, de transition écologique et des transitions industrielles qui sont associées, elles nécessitent d'accompagner certains acteurs qui sont particulièrement touchés et de faire émerger de nouveaux acteurs. Et donc, voilà, la politique publique, elle a pour objectif, et elle peut essayer d'accompagner ces acteurs. Après, sur toutes les politiques que j'ai citées, voilà, c'est aussi des politiques qui ne ciblent pas des acteurs, mais qui sont distribuées sur l'ensemble des entreprises, qui sont extrêmement coûteuses. Pour citer une étude qui a été faite justement par France Stratégie, enfin coordonnée par France Stratégie sur le crédit emploi, compétitivité emploi, c'est 20 milliards par an et qui ont donné lieu, selon les estimations, à 100 000 à 200 000 emplois créés, ce qui est extrêmement coûteux par emploi créé. Donc voilà, c'est aussi pour remettre en perspective par rapport à ces politiques non ciblées qui sont elles aussi coûteuses. Non, très bien. Et du coup, j'aimerais vous faire réagir en tant qu'acteur justement privé, et comme vous le disiez, avec un grand panorama. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces politiques publiques et justement de ce ciblage? Est-ce que vous pensez que justement, c'est à des économistes comme nous, ou à des technocrates, ou à des hommes politiques, est-ce qu'ils sont capables justement de choisir les entreprises qui vont avoir le plus fort potentiel? C'était plutôt pour vous. Oui. Après, bien sûr, tout le monde peut réagir. Ou alors, justement, quel est le rôle aussi, notamment du secteur financier et des banques, justement, à cibler ces acteurs? Oui, alors, le sujet de l'efficacité de ces politiques, moi, je vous donne le témoignage de la région Aura, où il y a eu, bien sûr, la région, les métropoles ont des politiques de développement économique qui sont pas toujours alignées, concertées, parce qu'il y a des différences politiques, parce qu'il y a des différences historiques, culturelles, et tout ce qu'on veut. Mais toutes ces collectivités et tous ces pouvoirs politiques ont eu l'intelligence aussi de confier, j'allais dire, beaucoup de choses à l'initiative privée, qui travaille dans une logique publique-privée. Si je prends l'exemple de deux choses, la région Aura a créé un fonds souverain. Alors on peut se dire fonds souverain, oh là là, le mot souverain, c'est un peu compliqué. Des fois, ça fait un peu peur aux entreprises. Souverain, ça veut dire que je serai plus souverain chez moi, etc. Non, pas du tout. Fonds souverain, c'était pour aider les entreprises qui ont été touchées par le Covid à rebondir. Ce fonds souverain, il est géré par une société de gestion qui est privée. Voilà. Donc, et qui associe aussi des fonds privés. Donc, il y a du privé-public, ce qui permet très souvent d'avoir deux logiques. Et je revenais sur cette logique de dialogue, cette logique de confrontation aussi par moment, d'intérêt privé, d'intérêt public, qui, je trouve, dans notre région, marche plutôt bien. La métropole, si je parle de la région, il faut que je parle de la métropole. La métropole de Lyon, elle a créé, par exemple, avec le fonds Déméter, un fonds pour investir dans les entreprises autour de la thématique. Sa thèse d'investissement, c'est l'entreprise 2.0. Bon, et dans ce fonds Déméter, c'est une société de gestion privée. La métropole a abondé, d'autres fonds financiers ont abondé, nous-mêmes. Donc, c'est vrai que je crois que la capacité, encore une fois,
à avoir un dialogue privé-public, mais qui dépasse, je veux dire, les financiers ne sont qu'une des parties du sujet. Comme je l'ai dit, il faut associer les gestionnaires d'infrastructures, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de projet. Il faut tous les gestionnaires du logement, parce que s'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de projet. Les acteurs de l'éducation, parce que s'il n'y a pas d'éducation, de toute façon, il n'y aura pas de compétences et il n'y aura pas de collaborateurs. Bref, d'être capable de mettre tous ces gens-là autour de la table sur une aire de jeu bien délimitée, je pense que c'est des garde-fous, j'allais dire, qui est une bonne option entre le tout public et le tout libéral capitaliste, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas sans faire le faillot, encore une fois, mais dans cette région, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ce privé-public fonctionne bien. Voilà, je ne connais pas dans les autres régions de France. Et c'est quelque chose, je crois, qu'il faut chérir, qu'il faut développer. Parce que, à mon avis, c'est la condition, justement, que les capitaux soient bien employés, qu'ils soient publics ou privés, et c'est la bonne condition pour que vraiment le besoin final soit bien couvert, parce qu'il aura été expertisé par, j'allais dire, par plusieurs yeux et par plusieurs prismes. Le prisme public est fondamental. Moi, je ne travaille pas sur un territoire sans travailler avec un maire, mais je ne travaille pas sur un territoire sans travailler avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et puis les entreprises. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas d'un côté les hommes politiques qui connaissent rien à l'entreprise et de l'autre côté les chefs d'entreprise qui ne cherchent qu'à faire du profit. Ça ne fonctionne pas comme ça sur le terrain, en fait. Et ça, c'est important de le dire et c'est important. Nous, en tout cas, en tant que tiers de confiance et intermédiaire, c'est notre rôle. Merci. Du coup, on a parlé des politiques publiques en faveur de la réindustrialisation. Mais j'aimerais parler aussi de comment parfois s'entrechoquent les politiques publiques entre elles. Parce qu'on a d'un côté des politiques de réindustrialisation qui sont mises en œuvre pour pousser à réindustrialiser, mais d'autre côté, on a des politiques publiques qui sont tout aussi importantes et qui peuvent être liées à nos objectifs environnementaux, décarbonation, biodiversité, etc. Du coup, je voulais qu'on revienne avec Béatrice sur cette histoire de ZAN notamment. Et du coup, on a dit peut-être que c'est important du coup de moins artificialiser. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour à la fois ne plus artificialiser et du coup atteindre cet objectif de ZAN et en même temps réindustrialiser? C'est quoi les voies importantes? Est-ce qu'on change la loi? Est-ce qu'on trouve d'autres solutions? Est-ce que vous avez... C'est une question difficile. Est-ce que vous avez des réponses à cette question? Alors déjà, la loi, elle a déjà changé depuis 2021, okay. Puisque vous l'avez évoqué, on a une autre loi en 2023 qui apporte à nouveau des solutions. Peut-être que des fois en France, il faudrait qu'on les laisse expérimenter un petit peu, les laisser vivre un peu plus ces lois avant de s'affoler toujours et puis d'être dans cette course législative assez contre-productive. Il y a déjà beaucoup de choses en réalité qui sont dans les textes de loi. D'abord pour les acteurs... je dirais pour les acteurs publics qui sont très inquiets sur le fait que cette ZAN serait pas mise en place, notamment dans la politique de réindustrialisation en faveur de tous les territoires. Mais en réalité, la loi ZAN et puis 2023 réinsiste. Là, il y a tous les documents d'urbanisme qui doivent justement intégrer ces projets de territorialisation. Donc forcément, ce sera adapté au territoire si tous les acteurs se retrouvent et ont une politique qui est menée ensemble avec un agir ensemble qui est fort. Donc moi je reste assez optimiste aussi là-dessus, mais sans doute que je suis lyonnaise, ça doit être ça. Donc on a ça, puis ensuite ils ont des outils juridiques aussi, les acteurs publics, et notamment il y a ce qu'on appelle dans la loi 2023 le droit de préemption ZAN. Même les communes les moins dotées, disons en termes d'urbanisation, pourront préempter des territoires qui pourront être renaturés et ainsi retrouver un potentiel à artificialiser. Alors ensuite, on a, pour ceux qui vont développer ces projets-là, évidemment, la meilleure des façons, c'est de ne pas dépenser ou de ne pas artificialiser davantage de foncier. Et pour cela, on a deux méthodes, mais qui sont, je dirais, pas un mystère, qui sont dans les textes de loi. La première, c'est évidemment de miser sur l'existant, et en particulier les friches industrielles, ce qui n'est pas négligeable. Dans le rapport interministériel, on parle quand même de 10 000 hectares sur les 22 000 hectares de besoins. On se dit qu'on a déjà réglé pratiquement une moitié de problèmes. Et puis ensuite, on a ce qu'on disait tout à l'heure, la ville compacte. Et la ville compacte, c'est penser autrement.
pour arrêter d'étaler, donc plus penser à l'horizontale, mais plutôt penser à la verticale. Et notamment en Vendée, on a des premiers schémas de cimenterie, notamment qui ont été faits plutôt en verticale, qui sont assez intéressants, mais ça veut dire aussi que, je dirais, les architectes aussi ont un rôle très important sur penser différemment. Alors à Lyon, là j'ai entendu récemment la présidente de l'Ordre des architectes qui disait on a eu l'homme de Cro-Magnon avec la caverne, on a eu la maison du petit cochon, et puis là il va falloir réinventer les choses. Donc réinventer, ça peut plus être étalé. Donc ça veut dire, les juristes en immobilier le savent déjà, ça veut dire regarder dans le ciel, la surélévation, ça veut dire la verticale, ça veut dire aussi le sous-sol. Les sous-sols peuvent aussi être exploités. Donc c'est regarder différemment. Et puis ensuite, par rapport aux communes et à cette peur peut-être tout à fait légitime de rupture d'égalité entre les territoires. Dans la loi 2023, très intéressant, il y a tous ces projets d'envergure nationale ou européenne que vous avez indiqués. D'ici 2035, ils ne vont pas compter, je dirais, dans le quota d'artificialisation des territoires au niveau local, mais ce sera des quotas spécifiques au niveau national, donc ce qui permet d'ouvrir des grands projets sur on va dire, toute commune. Donc on dira transformer, densifier, et puis quand même, il ne faut pas se le cacher, on va devoir artificialiser aussi, mais c'est ça, pas de solution magique, je crois. Ok, merci. Donc, on vient de parler du coup de la contrainte du ZAN. J'aimerais évoquer une autre contrainte avec Thomas, qui est celle, notre contrainte carbone, tout simplement, puisqu'on a des objectifs à tenir depuis les accords de Paris qui sont très contraignants. On a des objectifs à 2030, à 2040, à 2050, on doit atteindre la neutralité carbone. Et du coup, si on relocalise les industries en France, pour toutes les raisons dont on vient de passer, de discuter, de souveraineté, etc., est-ce que c'est compatible avec nos engagements en termes climatiques? Est-ce qu'on va pouvoir atteindre la neutralité carbone et en même temps réindustrialiser? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la question qui appelle la réponse la plus claire. C'est oui, c'est spontanément convergent. Parce qu'en fait, si décarboner et réindustrialiser aujourd'hui avec une France qui a une électricité qui est déjà très largement bas carbone, donc on est à 93% d'électricité bas carbone, c'est tout à fait adapté en matière. La trajectoire de réindustrialisation est convergente avec la trajectoire de décarbonation. Quand on fait l'analyse, le scénario qu'on avait publié qui s'appelle réindustrialisation profonde, il est d'un très léger surcoût d'émissions de gaz à effet de serre sur la trajectoire. Mais par contre, il gagne énormément en empreinte carbone. Donc sur l'ensemble de la trajectoire, sur 30 ans, on gagne 900 millions de tonnes. 900 millions de tonnes, ça dépend à quoi on compare. Voilà, on va dire c'est 3 ans, ou si on prend d'autres émissions. Peut-être vous pouvez expliquer pour les gens qui sont là ce que vous les entendez par empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est on prend en compte les émissions. On prend en compte non pas seulement les émissions sur le territoire national, mais les émissions qui sont associées à la fabrication des biens que l'on consomme en France. Donc, comme on est un pays qui importe une grande partie de ses biens manufacturés, quand je parle d'empreinte carbone, j'intègre le coût carbone de les produire en Asie ou dans d'autres pays européens avec des mix qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est spontanément convergent. Et 900 millions de tonnes sur 30 ans, c'est plutôt beaucoup, puisque voilà, on va dire ça fait 3 ans d'émissions nationales ou 2 ans en fonction du point de comparaison qu'on pourrait prendre. Ça veut dire que je pense que ce n'est pas là le sujet en matière de décarbonation. On est plutôt face à une course, à une concurrence entre pays européens pour accueillir les projets de décarbonation. Parce que quand on regarde, on dit nous on a l'électricité décarbonée. Alors c'est vrai, on se distingue de beaucoup de pays dans le monde, on se distingue de beaucoup de pays en Europe, mais pas de tous. Notamment, il y a une autre zone en Europe qui a de l'électricité bas carbone, du foncier, des compétences. C'est l'Europe du Nord, c'est la Scandinavie, par exemple. Et donc, en ce moment, la faculté d'avoir, et ça a bien rebouclé avec ce qui a été dit, d'avoir l'accès au foncier, au raccordement électrique dans une zone où il y a déjà des compétences, des logements, c'est clé.
fait, les porteurs de projets, ils mettent en concurrence les pays européens. Ils vont choisir 1 ou 2 implantations, Europe. Et du coup, est-ce que la France est bien placée pour... La France est bien placée pour la France est bien placée pour la production d'électricité. Elle a un réseau qui est résilient, donc elle est bien placée aussi sur ce terrain-là. Donc sur la partie électrique, elle est bien placée. Après, c'est certain que l'industriel qui met en concurrence les pays européens, il ne va pas vouloir, entre guillemets, vraiment, ne pensez pas que c'est moi qui parle là-dedans, s'embêter avec le ZAN. Il va vouloir que ça ait été traité par ailleurs, par les aménageurs, par les collectivités. C'est ça qu'il demandera. Donc nous, en ce moment, on est face à la question d'essayer de faire en sorte que les projets se concrétisent. Des projets, des annonces de projets, des prospects, il y en a beaucoup. Combien vont aller au bout? Combien vont passer à l'échelle? Ça, c'est encore incertain. Je parlais de mes 900 millions de tonnes. En fait, on est au moment, la décennie 2030, c'est celle où la France a le plus grand avantage comparatif par rapport aux autres pays européens en termes de contenu carbone et en termes de coût de son électricité. À l'horizon 2040-2050, les autres pays se seront décarbonés. Pour se décarboner, on utilise à peu près tous les mêmes technologies. Donc en fait, nos coûts de production vont avoir tendance quand même à se rapprocher les uns des autres en Europe. Pour l'instant, on a un coût de production d'électricité qui est très compétitif, une électricité qui, en termes de contenu carbone, est très compétitive. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir parce que c'est maintenant qu'on a un avantage. On est au sein de RTE des gens qui font des scénarios et des analyses technico-économiques, mais on est aussi un industriel, puisqu'on fait du réseau. Donc, je peux en témoigner avec une double casquette. Pour faire le réseau de la décarbonation, il faut des industries. Et je dirais que sur le réseau, comme sur d'autres secteurs, on a le même problématique que sur le secteur de l'armement, par exemple. Sur le réseau, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements au cours des 30 dernières années. Donc, on a des industries qui se sont mis sur le créneau de la niche et du produit à très haute valeur ajoutée. Et là, on a besoin de refaire de la masse. Comment on fait pour faire de la masse? Ça, c'est une vraie question. Où est-ce qu'on met ces industries? Donc, en ce moment, on a différentes zones. On en a 3, par exemple. On est sur des vraies courses contre la montre pour réussir à apporter rapidement du réseau de la production d'électricité décarbonée. Dunkerque, Fos, Le Havre. Ce n'est pas un hasard, c'est les grandes zones industrielles. Les industriels vont là où il y a déjà de l'industrie. Et je peux témoigner vraiment qu'on vit concrètement ce qui a été mentionné par Béatrice sur le logement. Je veux dire, à Dunkerque, la question du logement, où seront logés les gens qui vont participer, qui vont être employés par les gigafactories, qui vont participer aux travaux pour construire les EPR à Gravelines, qui vont construire notre réseau, qui vont travailler dans les data centers, etc. Bon, il y a des véritables sujets. Mais ça veut dire qu'en fait, en ayant une électricité, la première partie de ma réponse était très positive. On a un énorme avantage et en fait, on ne va pas augmenter nos propres émissions ou tellement marginalement par rapport à ce qu'on va réussir à faire baisser dans d'autres pays que vraiment il faut y aller. C'est un secteur gagnant, c'est vraiment gagnant-gagnant. Par contre, la bataille, elle est sur le foncier, la compétence, le logement et on va dire le package clé en main parce que c'est ça que veulent les industriels. Aujourd'hui, ils veulent le site clé en main. Mais du coup, sur ce sujet-là, j'aimerais bien donner la parole à nouveau à Didier Bruno. Justement, est-ce que vous observez quels problèmes justement rencontrent les projets de réindustrialisation aujourd'hui en France et dans la région Rhône-Alpes? Est-ce que justement c'est le logement, le manque de main-d'œuvre, les réglementations, quelles qu'elles soient, y compris le ZAN, mais pourquoi pas aussi les problèmes de financement? Ou aussi, et c'est un sujet que j'aimerais réévoquer avec Thomas après, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, le prix de l'énergie qui est quand même plus élevé en Europe qu'en Chine et aux États-Unis. Ne volez pas mon micro. Alors, de mon poste d'observation, qu'est-ce que je vois comme contrainte? J'évacue tout de suite la contrainte du financement parce que il n'y a pas de sujet de financement. Les banques françaises, le secteur financier français est en bonne santé. Et c'est une grande chance pour notre pays d'avoir un système bancaire qui est solide, qui répond aux besoins d'investissement de toutes les catégories de clients. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de problème de financement. Moi, je cours aujourd'hui, et je vois l'année 2024 qui avait été une année moyenne. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup anticipé, c'est vrai, des investissements qui allaient venir de nos entreprises sur la transition climatique et sur l'intelligence artificielle.
C'était 2 postes où on s'attendait à ce que les entreprises massivement nous adressent des demandes de financement parce que ce sont des enjeux quand même d'avenir importants. Et ben, on est très très loin, et j'en parle bien sûr avec des confrères, que ce soit d'autres banques régionales ou des banques nationales, on est très très loin du sujet. Pourquoi ? Parce que sur la transition, il y a alors je ne parle pas des grandes entreprises, je ne parle pas des grands projets, je parle de tout le tissu de TPE, de PME, de moyennes entreprises que nous avons. Beaucoup sont dans des positions d'attente, en disant l'Europe a peut-être été un peu loin, la France a été un peu loin, il va y avoir des échéances électorales en France, plus ou moins proches, il va certainement y avoir une forme de changement dans la réglementation, d'assouplissement, donc on attend. Et puis d'autres se disent, nous, on fera des choses s'il y a de la subvention. S'il n'y a pas de subvention, on ne fera pas. Je prends un exemple, puisque j'aime bien faire le parallèle aussi avec les particuliers, puisque nous sommes tous des particuliers. Nous avons des offres, comme toutes les banques, de rénovation énergétique des maisons, des logements, avec des prêts qui sont à des taux qu'on peut juger plus ou moins élevés. Et il faut mettre je vous conseille de mettre les banques en concurrence là-dessus. Mais on n'a pas énormément de projets. On n'a pas énormément de projets parce que c'est coûteux. Parce que le poste immobilier il est déjà lourd, parce que les salaires sont ce qu'ils sont en France, donc on n'a pas beaucoup de projets. Pour beaucoup d'entreprises, de PME ou de TPE, c'est le même sujet, de dire on a aujourd'hui comme problématique dans notre tête le recrutement, parce que c'est fondamental, ça va un petit peu mieux parce que le chômage remonte, mais pendant 3 ans on a couru après le recrutement. On a la CSRD, c'est-à-dire que les contraintes, transition climatique qui vont s'imposer aux grandes entreprises, mais on ne va pas y échapper en tant que sous-traitant des grandes entreprises. Et nous, en interne, on n'a pas les compétences pour faire tous ces dossiers, pour remplir les 50 pages. Donc comment on va faire ? Un grand groupe, il peut bien sûr se créer une équipe, travailler avec ses conseils. Une PME, elle ne peut pas. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Et donc par rapport à tout ça, c'est vrai que les demandes de financement, sont très faibles. Donc il n'y a pas de contrainte de financement. Je reviens, parce que je le martèle en permanence, on a 2 contraintes, enfin 3, mais la contrainte des infrastructures en Rhône-Alpes, c'est vrai que le réseau ferré n'est pas terrible en Rhône-Alpes. Les autoroutes sont super, mais le réseau ferré n'est pas terrible. Donc ça, c'est une vraie contrainte. C'est une vraie contrainte, on l'entend de plus en plus. C'est une vraie contrainte dans la montagne, ça posera un jour des problèmes à la montagne. Une voie jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, ça ne tiendra pas longtemps. Donc on n'a pas investi. On n'a pas suffisamment investi dans les réseaux ferrés en Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est une vraie contrainte, mais elle n'est pas, encore une fois, majeure. Les 2 vraies contraintes majeures, c'est les formations, la compétence et le logement. Nous, on travaille beaucoup sur le logement. Là, il y a beaucoup de jeunes dans l'assistance, quand on discute avec les universités, avec les écoles et tout. On se rend compte qu'il y a un vrai problème, parce que se loger à Lyon quand vous n'avez pas une vieille tante ou quand vous n'avez pas des parents qui ont un appartement et tout, c'est devenu extrêmement compliqué. On pousse beaucoup à délocaliser toutes ces universités, toutes ces écoles vers Bourg, vers Voiron, vers des villes intermédiaires, sauf que dans ces villes-là, les jeunes, et je les comprends, peut-être, il y a moins de vie, il y a moins de... C'est pas une critique, moi j'irais tout à fait habiter là-bas, mais j'ai plus l'âge. Donc on a un vrai problème de logement. Et les entreprises reviennent à ce qu'on avait connu au 19e siècle, c'est-à-dire que les entreprises sont en train de se mettre en réseau pour loger. Voilà, ça fait partie de l'offre aujourd'hui à côté du salaire. Il y a des entreprises qui proposent le logement dans les contrats de travail. J'en ai vu certains sur des entreprises lyonnaises. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr investir dans toutes les compétences. Je parlais avec une entreprise de la vallée de l'Arve, essayer de trouver un soudeur en France. Il y a une école à Longwy qui doit produire 50 soudeurs par an, alors que la demande doit être de 200 soudeurs par an. Donc ça, c'est des vraies contraintes. C'est des vraies contraintes pour une forme de réindustrialisation, une forme de relocalisation, une forme d'autonomie stratégique, etc. Mais beaucoup plus qu'une contrainte de financement. Ensuite, excusez-moi, je suis un petit peu long, mais les contraintes administratives, de dire que c'est trop compliqué en France, il faut remplir des papiers, il y a l'Europe et tout ça, c'est plus simple aux États-Unis. Je ne suis pas assez compétent, donc j'écoute poliment. Je ne sais pas si c'est une façon de râler un petit peu ou si c'est une vraie vérité, mais c'est vrai que la complexité sur le foncier, la complexité de beaucoup de sujets font qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maires de petites communes et de chefs d'entreprise, de petites entreprises,
qui aujourd'hui commence à saturer. Post-Covid, commence à saturer. Ils ont eu le problème du Covid, ils ont eu le problème de l'inflation, le problème des taux d'intérêt, les problèmes géopolitiques qui nous affectent tous, mais ça, bon, je veux dire, c'est le sujet de l'humanité, les contraintes de transition climatique, les contraintes de transition numérique. Ça fait énormément de sujets qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de transmissions d'entreprises, par exemple, et qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ne se représentent pas. Là, on va bientôt avoir des élections municipales. Là, on aura encore 50% des maires qui vont changer dans notre région, comme dans toutes les régions de France. Voilà, donc ça, c'est des vraies préoccupations. Et c'est vrai que, pour finir, les sujets de relocalisation, les sujets de réindustrialisation, j'ai peur qu'en ce moment, ils soient, sauf les grands projets, hein, bien entendu, mais ils soient mis un petit peu derrière parce qu'il y a une actualité conjoncturelle qui est compliquée, qui est lourde, et qui vient s'ajouter à une série, on va dire, de crises. Hein. Il y a toujours eu des crises. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, que vous soyez un élu ou un chef d'entreprise, vous subissez des crises qui s'accélèrent. Et cette accélération des crises est quelque chose qui fragilise beaucoup la capacité à se projeter demain, la capacité à être sur des projets stratégiques, la capacité, et renforce votre capacité à dire attendons, ça va changer, attendons, n'allons pas trop vite, etc. Et donc aujourd'hui, hein, l'année 2024, c'est une année d'attentisme. Les gens n'ont pas acheté d'immobilier, les banques ont peut-être une forme de responsabilité, hein, mais moi quand je regarde au guichet de la caisse d'épargne, ce n'est pas des refus de la caisse d'épargne. Hein. On a eu 40% de moins de demandes de crédit immobilier. Les taux d'intérêt ont monté un peu, mais surtout le prix des logements est resté extrêmement élevé dans les métropoles. Il n'a pas bougé. Voilà, donc on a ce sujet aujourd'hui un peu de bascule qui est un peu inquiétante parce que c'est vraiment le moment où il faudrait financer. Et qu'il n'y a pas, globalement, je parle sous le contrôle aussi Béatrice, que ce soit avec la BPI, que ce soit avec la Caisse des dépôts, que ce soit avec les grandes banques nationales, les banques régionales et tout ça, il y a un écosystème financier en France qui marche bien. Okay. Voilà. Et je crois que Vincent, tu voulais réagir sur les compétences. Oui, juste un mot pour... parce qu'au-delà des questions de réindustrialisation, il y a la question des acteurs existants de l'industrie. Et pour le coup, dans la formation des salariés, il y a un sujet qui est particulièrement important parce qu'il y a beaucoup de salariés de l'industrie. Il y a une pyramide des âges assez âgée dans l'industrie. Et donc, il y a beaucoup de salariés qui vont partir en retraite dans les années qui viennent. Donc, voilà, une des estimations, c'est que dans les 10 ans qui viennent, on est à peu près besoin d'1 million de nouveaux salariés dans l'industrie du fait des départs en retraite et éventuellement d'une éventuelle réindustrialisation. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. On forme assez, en fait, en nombre, on forme assez de salariés pour l'industrie. Mais il y a deux sujets. Il y a un sujet sur l'adéquation au niveau territorial. Il peut y avoir des territoires sur lesquels on a trop de certaines spécialités et d'autres des manques de certaines spécialités. Donc ça, c'est un sujet. Et comment avoir une adéquation entre les formations et la demande des entreprises sur les territoires. Puis il y a un deuxième sujet qui est un sujet d'attractivité de l'industrie. Et je pense qu'il y a une question d'image de l'industrie qui est relativement dégradée, alors que dans un certain nombre de dimensions, c'est des emplois de qualité, notamment en termes de salaire par rapport au diplôme initial. Ce n'est pas le cas de toute l'industrie, il ne faut pas non plus être naïf là-dessus, mais en tout cas, il y a une dimension de pénibilité, alors qui est différente, plus de pénibilité physique et qui est différente de la pénibilité dans les secteurs des services, mais voilà, il y a des dimensions de qualité qui sont importantes, mais il y a aussi sûrement donc une question d'image sur laquelle travailler, je pense, et là, les industriels et les pouvoirs publics peuvent avoir quelque chose à faire, et puis il y a une question d'attractivité de la part des industriels, et sûrement un travail à faire sur l'attractivité pour les jeunes diplômés, pour les attirer vers l'industrie, parce que, encore une fois, on en forme assez, mais beaucoup ne vont pas travailler dans l'industrie. Ok, merci. Et je voulais, parce que le temps commence à presser, il ne me reste plus même pas 15 minutes, et j'ai beaucoup de questions, comme je le disais tout à l'heure, pour Thomas, et sur l'énergie, et des questions justement qui me disent, l'électricité est trop chère en France, comment être compétitif? Il y a même quelqu'un qui me dit, les questions, je ne sais pas si vous serez capable de répondre, à quel prix de l'électricité l'industrie française et européenne peut-elle être compétitive? Et une question qui est liée, selon moi, c'est du coup, est-ce que la relance du nucléaire est un prérequis à la réindustrialisation française? Une question très difficile. Alors, à quel prix doit être l'électricité pour réussir à décarboner ou à réindustrialiser? J'ai envie de dire, il n'y a pas du tout de réponse unique, ça dépend des filières. Ce n'est pas du tout le même prix pour une industrie de base qui va être en concurrence avec
avec l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, qu'avec des filières qui vont utiliser moins d'électricité et donc pour lesquelles ça sera une part dans le coût de production in fine qui sera moindre. Et de fait, aujourd'hui, on s'oriente vers des dispositifs et des approches qui sont en fait segmentés en fonction du type d'industrie. Je pense qu'il faut renoncer à l'idée qu'il y ait un prix de l'électricité particulier. Est-ce que l'électricité est trop chère en tout compris en France et en Europe? Je pense que au sein de l'Europe, je l'ai dit, l'électricité française est une électricité qui a une très bonne, qui a un coût de production qui est limité par rapport à d'autres pays européens, pas par rapport à tous. Encore une fois, hein, je parle de la Scandinavie parce que dans le débat énergétique, tout le monde parle toujours de l'Allemagne. Excusez-moi, mais c'est un peu fatigant, il n'y a pas que l'Allemagne en Europe. Les Scandinaves ont un mix qui nous ressemble au nôtre. Il y a la grande hydraulique en Norvège, très compétitive. Finlande, Suède, ils ont de l'hydraulique, un peu d'éolien et du nucléaire. Donc ça, ce sont des mix qui peuvent être très compétitifs. Sur la relance du nucléaire, les premiers réacteurs nucléaires nouveaux arriveront entre 2035 et 2040. La réindustrialisation, c'est aujourd'hui, donc j'ai rien contre la relance du nucléaire. Ça ressortait comme une option favorable dans nos différents scénarios. Mais sur la réindustrialisation d'aujourd'hui, elle se joue avec le parc nucléaire d'aujourd'hui et les énergies renouvelables d'aujourd'hui qui sont matures. Donc ce qu'il faut, me semble-t-il, il faut qu'on réussisse à avoir une électricité, à sortir définitivement de la crise énergétique, qui est celle qui a fait augmenter considérablement les prix de l'électricité sur les marchés, parce qu'en fait, on a eu au même moment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc l'augmentation du prix du gaz, plus l'indisponibilité des réacteurs nucléaires français du fait du défaut de corrosion sous contrainte, plus la pire production hydraulique depuis 1976 du fait de la sécheresse en 2022, tout ça on l'a eu la même année, au même moment. Donc il y a eu un choc à ce moment-là, c'est compréhensible. Maintenant, il faut qu'on arrive à en sortir et à stabiliser le prix de la production. Sur la partie réseau, il faut qu'on arrive à faire ce qu'on a dit dans la consultation publique du grand schéma réseau national qu'on est en train de finaliser et qui sera publié dans les prochaines semaines, qui est de donner beaucoup de visibilité dans quelques grandes zones industrielles aux acteurs. J'en ai cité 3 tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a la vallée de la chimie dans votre région. Il y a d'autres zones portuaires. À ces endroits-là, on est capable d'amener tant de capacité à tel prix et à telle date. Et on va faire un engagement et on va s'engager à commencer le travail sur les infrastructures pour qu'en fait le réseau ne soit pas en retard et qu'on puisse délivrer ça. Et ça, c'est un engagement qu'on prend et qui va donner beaucoup de certitude aux différents acteurs. Et ensuite, il faut impérativement qu'on réussisse le défi de la montée en cadence. Je le dis parce que c'est vraiment, en tant qu'industriel, très marquant. Ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Bruno tout à l'heure. Effectivement, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, notamment des petites ou des moyennes, qui sont légitimement inquiètes et qui se disent peut-être qu'il faut que je diffère, que je jauge très précisément le réinvestissement que j'ai à faire. Mais si dans le même temps, le reste du monde passe à l'échelle, on sera définitivement largué. Moi, je dois acheter beaucoup de transformateurs en ce moment. Beaucoup. Il y a une entreprise en région lyonnaise qui en fait des très bons transformateurs. Elle n'en fait pas beaucoup par rapport à ses concurrents mondiaux. Si jamais en Turquie, en Europe ou ailleurs, on nous propose de nous en vendre beaucoup et pas cher, voilà, c'est ça qui se joue. Et il faut voir que sur la question de la décarbonation, il y a un enjeu de temps. Nous, on fait nos meilleurs efforts en ce moment pour essayer d'embarquer l'industrie européenne et surtout l'industrie française dans la définition même de nos produits en standardisant, en disant en mettant des clauses carbone intelligentes, en proposant des engagements fermes sur des durées longues, mais en échange, on veut des engagements de passage à l'échelle, des engagements de localisation de la production et des engagements de contenu carbone et d'efficacité. Voilà, c'est ça qui joue. Et là, est-ce qu'on attend que nos filières françaises se soient mises au niveau pour commencer à décarboner? Parce qu'on a quand même encore 60% de fossiles, hein, ce n'est pas dans l'électricité, mais c'est tout le reste.
ou est-ce qu'on fait comme font les Allemands qui disent bah, nous, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut y aller, donc en fait, je prends des panneaux solaires faits en Chine, je suis obligé d'accélérer tout de suite. Ça, c'est une vraie question de timing. Mais en fait, on a quand même la capacité d'avoir une électricité qui est compétitive à l'échelle européenne et qui est raisonnablement compétitive à l'échelle internationale, même si on ne pourra pas battre un certain nombre de pays qui font du dumping ou qui mettent énormément de subventions publiques. Mais elles ne sont pas en général au niveau du prix de l'électricité. Enfin, par rapport aux États-Unis, aujourd'hui, sur les États-Unis, ce n'est pas sur l'électricité qu'il y a le sujet, hein, c'est sur les subventions à l'investissement pour construire les usines, avec une approche qui est ouvertement protectionniste, où les États américains disent, l'État fédéral, au niveau fédéral ou au niveau local, en disant « je subventionne, si vous voulez avoir accès au marché américain, les usines doivent être là ». Mais ce n'est pas au niveau de l'électricité. L'électricité est un facteur de compétitivité. Ok, merci. J'ai une question pour Vincent, notamment sur ce on a beaucoup parlé, enfin, je me rends compte en défrichant le sujet là, pendant cette heure et demie qu'en fait, pour réindustrialiser, il y a plein de politiques à mettre en œuvre, parfois macro, parfois très micro sur le logement, sur les compétences, etc. Il y a quelque chose dont on n'a pas discuté et qui pourtant est assez important, qui a été discuté justement par Daniel, qui est absent aujourd'hui, dans un rapport qu'il avait écrit avec Jean Tirole. C'était finalement, est-ce que la meilleure politique de réindustrialisation qu'on puisse faire, ça ne serait pas une politique d'innovation et de R&D? Parce qu'en fait, quand on regarde le décrochage européen et français, il se fait aussi, enfin, on a des problèmes de coûts de l'électricité, de compétences, etc. Mais aussi, surtout, sur la R&D et l'innovation, où on est vraiment moins bon que, par exemple, les États-Unis. Est-ce que la R&D et l'investissement dans la R&D publique, c'est un moyen, c'est une bonne politique industrielle? Alors, je pense que la comparaison que tu fais avec les États-Unis est très bonne, en fait. Les États-Unis, c'est, de manière assez claire, c'est le pays qui a la frontière technologique aujourd'hui dans la plupart des secteurs, notamment dans le secteur du numérique, et dans lequel une bonne partie du retard européen de ces dernières années en termes de croissance de la productivité tient à ce secteur du numérique lui-même et puis à l'application des innovations du secteur du numérique. Et pourtant, les États-Unis, c'est absolument pas un pays d'industrie. On a très peu d'industrie aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays aussi désindustrialisé que la France. Par contre, l'Union européenne, c'est un pays qui est plutôt trop industrialisé. Enfin, une région qui est plutôt trop industrialisée, dans le sens où c'est une région qui produit plus que ce qu'elle ne consomme. On a un excédent commercial, et ça, c'est structurel, un excédent industriel de produits manufacturés depuis une dizaine d'années, alors qui n'est pas dû à la France, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a un déficit commercial, mais qui est dû à l'Allemagne, à l'Est de l'Europe, à l'Italie, donc voilà. Mais en tout cas, on n'a pas un problème de trop d'industrie, on a un problème de composition de l'industrie. Et c'est pour ça que les politiques d'innovation qui ne sont pas orientées, à mon sens, elles ne règlent pas le problème européen. Le problème européen, ce n'est pas une question de on n'a pas assez d'industrie, c'est une question de comment on va faire se transformer l'industrie, comment on va positionner l'économie sur les secteurs d'avenir. On a loupé la révolution numérique, comment on peut se positionner, c'est aujourd'hui que ça se joue, ça a été évoqué, c'est aujourd'hui que ça se joue sur la révolution verte, sur les questions d'IA et d'intelligence artificielle notamment, sur un certain nombre de ces dimensions-là, d'ordinateurs quantiques qui ont des applications industrielles aussi. Mais voilà, ces questions-là, comment on oriente l'industrie, à mon sens, qui sont plus importantes, au niveau européen en tout cas. Au niveau français, il y a sûrement une question de niveau de l'industrie, en plus de sa composition, mais au niveau européen, voilà, c'est pas l'innovation qui génère nécessairement de l'industrie. L'innovation, elle se fait aussi dans d'autres secteurs et pas forcément l'innovation industrielle. Juste pour donner un exemple, sur le secteur des semi-conducteurs dont on parle énormément en ce moment, les États-Unis restent dominants. On a peu de production industrielle de puces électroniques aux États-Unis. On en a, mais on en a peu. Mais il n'empêche que sur tous les autres chaînons de l'industrie des semi-conducteurs, les États-Unis sont dominants. La grande entreprise de ce point de vue-là, c'est Nvidia qui fait du design de semi-conducteurs. Et c'est une des grandes entreprises, une des plus grosses capitalisations boursières mondiales, qui est américaine. Donc,
on peut être dominant dans un secteur, faire de l'innovation dans un secteur, sans pour autant en maîtriser la production. La production de ces semi-conducteurs est aujourd'hui localisée essentiellement en Asie, et notamment à Taïwan et en Corée du Sud. Merci. En fait, je me rends compte qu'il nous reste 3 minutes. Je vous ai déjà posé beaucoup de questions. J'ai pris quelques questions du public. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot, quelque chose qu'on aurait négligé et qui est important, et en 30 secondes, le dernier élément que vous vouliez mentionner? Béatrice? Moi, c'est juste pour finir quand même sur une note positive, hein, ou plus positive, par rapport à l'attractivité de la France dans sa politique de réindustrialisation, juste pour dire qu'il y a quand même je mange mes mots, des sites industriels clés en main qui ont été quand même mis en place justement pour favoriser tout ce travail en amont. Il y a des réflexions qui sont aussi en cours sur la simplification des procédures sur le foncier. Et une chose aussi tout à fait remarquable qui a été faite, c'est un travail d'identification du foncier disponible et des friches disponibles qui permettent de rendre très concrètes les choses et un peu plus attractive du coup la France aussi sur ces schémas-là. Non. Thomas, un dernier mot? Non. Vincent, un dernier mot? Non, pas de dernier mot. Eh ben, parfait, ça veut dire qu'on a couvert tous les sujets. Eh ben,